Il a été pris au dépourvu par les bombardements en Syrie, ainsi que par les bombardements d'une église catholique à Gaza, qui a fait l'objet d'une réunion d'information la semaine dernière. Et dans les deux cas, le président a rapidement appelé le Premier ministre pour remédier à la situation. Oui, bien sûr, c'est Donald Trump. Alors ça, c'est la version officielle. Voilà maintenant la version officieuse. Venons d'un proche du président américain, Donald Trump. Elle a été recueillie par nos confrères d'Axios. Bibi s'est comporté comme un fou. Il bombarde tout et n'importe quoi. Cela pourrait compromettre les efforts de Trump. Magali, en quelques phrases, voilà qui est dit et qui en dit long justement sur cette indépendance, détermination, quelles que soient les raisons du Premier ministre israélien. Oui, sur le manque de prise en fait de Donald Trump sur Benjamin Netanyahou. Il est certain que ce qui s'est passé en Syrie la semaine dernière n'est absolument pas une bonne nouvelle pour Donald Trump, qui, vous savez, a le grand projet, justement, de pousser Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, à justement signer, à faire partie des accords d'Abraham, c'est-à-dire reconnaître Israël en échange d'un certain nombre d'accords. On sait que c'est le grand projet du nouveau Moyen-Orient, de Donald Trump, qu'il a même vu Al-Shara, donc le nouveau chef de Damas, celui qui a renversé Bachar el-Assad, lors de sa visite dans le Golfe. Il l'a rencontré, il a annoncé la levée des sanctions américaines sur la Syrie. Tout ça pour pousser la Syrie à une reconnaissance de l'État d'Israël. Et en fait, ces frappes que l'on a vues sur le palais présidentiel, sur le QG de l'armée syrienne la semaine dernière, tout ça affaiblit considérablement Al-Shara, qui n'aura plus la légitimité et les moyens politiques pour imposer un changement de cap en Syrie. Donc évidemment que l'administration Trump était furieuse, évidemment qu'il y a eu des coups de téléphone de Trump à Netanyahou pour exiger que la situation cesse, mais c'est vrai que ces retours que l'on a dans cet article d'Axios montrent que ce sont plusieurs dirigeants américains qui se confient en disant qu'ils n'ont pas de prise et que en effet, Netanyahou, pour des raisons de politique intérieure, n'en fait qu'à sa tête sans écouter finalement l'avis des Américains. Et pourtant, on sait qu'Israël a eu plus que jamais besoin des Américains face à l'Iran. Michel Fayad, comment comprendre ce côté incontrôlable de Benjamin Netanyahou? Dès le début, d'ailleurs, dès la prise de fonction, on en a souvent parlé avec vous, Magali, sur ce plateau, du président américain, on a le sentiment que le Premier ministre israélien est insaisissable. Il mène une politique que lui seul conçoit, pousse, et il est déterminé à aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il est vraiment... il se pense investi d'une mission qui est de protéger la survie d'Israël et les Druzes font partie de cet Israël-là. Et donc, les Druzes ont été menacés dans leur existence même en Syrie. Et parce que les forces de Al-Shara les ont attaqués pour les exterminer selon des fatwas du Moyen-Âge. Et donc, il est intervenu pour les sauver, à leur demande, je le rappelle. Parce qu'en fait, la majorité des Druzes aujourd'hui en Syrie soutiennent le chef spirituel, Ijri, qui lui-même a appelé publiquement l'intervention d'Israël. Alors, il l'a fait aussi parce que en Israël, il y a une forte communauté druze, et notamment dans l'armée. Et notamment dans l'armée. Exactement. Mais qu'est-ce qui rend, qu'est-ce qui rend Netanyahou imperméable? Parce que si les Américains n'y arrivent pas, j'imagine les autres pays, les Européens, la Commission européenne, bien évidemment. Enfin, là, il n'y a aucune chance. Oui, mais encore une fois, il fallait qu'ils n'interviennent pas et donc on laisse les Druzes se faire exterminer. C'est ça la vraie question. Non, mais au-delà. Mais en fait, il y a quelque chose, moi je pense, aux États-Unis, c'est qu'il y a, contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'il y a juste le lobby pro-israélien et qu'Israël est très fortement contrôlé par les Israéliens. En réalité, il y a quand même un lobby pro-arabe qui est extrêmement puissant, au sein notamment du département d'État. Il y a ce qu'on appelle les arabisants, qui sont des gens qui sont fortement anti-israéliens. Et il y a également des personnalités de premier plan dans l'administration Trump qui sont ouvertement anti-israélien, comme par exemple Tom Barak, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump pour la Syrie, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, et donc lui, il est ouvertement... Donc Netanyahou se méfie quelque part de l'administration. Bien sûr, il y a des gens au sein de l'administration qui sont contre lui, il le sait, contre Israël. C'est-à-dire demain, ça serait plus de Benjamin Netanyahou, ce serait un autre à la tête d'Israël, il serait également contre Israël, parce que ce sont des gens qui sont très proches des pays du Golfe. Tom Barak a été accusé par la justice américaine d'avoir été un agent des Émirats arabes unis non déclaré, mais il a gagné le procès. Mais quand même, il y a cette
ces accusations qui persistent, parce qu'il est très proche de la Turquie, des pays du Golfe. Il y a le propre gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui bien que juif, travaille pour les pays du Golfe. Et donc, il y a quand même cette relation importante avec les pays du Golfe. Encore, quand vous parliez tout à l'heure de la visite de Trump dans les pays du Golfe, il a dit qu'il a réussi à signer des contrats de 5 000 milliards, comme si tous ces pays, d'ailleurs, n'ont pas un PIB qui fait 5 000 milliards. Mais pour vous dire que l'importance des pays du Golfe pour les États-Unis est très importante, à un point qu'il y a vraiment deux lobbies qui s'affrontent aux États-Unis. Le lobby pro-israélien, qui avait été théorisé par Mearsheimer, mais il y a aussi le lobby pro-arabe qui a été aussi théorisé par Bratt et d'autres. Donc ça veut dire, Magali, que quand il y a une forme d'alliance comme face à l'Iran, la chose est possible. Américains et Israéliens se parlent, mais s'il y a des dissensions, comme Michel vient de le dire, dans ce cas-là, Netanyahou fait ce qu'il veut, comme il veut. Oui, vous parlez de l'Iran et je pense que Benyamin Netanyahou s'est senti vraiment conforté évidemment par l'intervention américaine. C'est B2 qui sont allés frapper les sites nucléaires iraniens avec un succès assez mitigé, mais quand même ça a été pour toute l'armada américaine. Voilà le signal du soutien américain. Et on voyait là tout à l'heure diffusé à l'image la visite de Benyamin Netanyahou à la Maison Blanche début juillet. Cette scène où même il explique à Trump qu'il l'a proposé pour le prix Nobel de la paix. Il s'est senti véritablement conforté par le soutien américain, et peut-être il s'est senti un peu tout puissant et capable de faire exactement ce qu'il voulait. Et c'est peut-être aussi dans cette optique-là qu'il faut voir ces frappes israéliennes sur la Syrie, qui ont en effet pris de court toute l'administration Trump, qui n'a cessé ensuite de dire à Israël de stopper ces bombardements, parce que ce n'était pas du tout le calcul et la volonté américaine. C'est quand même très fort, c'est que les Américains n'ont même pas vu les préparatifs de ces frappes. Non, mais il y a que la toute-puissance américaine dans la région est également remise en question. Et puis derrière, vous avez en effet cette frappe israélienne sur la seule église catholique de Gaza il y a quelques jours, avec le prêtre qui est blessé, le prêtre qui avait quand même tous les soirs le pape François au téléphone lorsqu'il était encore en vie, parce que c'était vraiment le soutien du Vatican à ces derniers catholiques de Gaza. Tout ça a un retentissement évidemment aux États-Unis. Même dans l'entourage de Trump, parce que... Mais bien sûr, avec le poids des évangéliques. Enfin, tout ça n'est pas... Je pense à J.D. Vance, également le vice-président, qui... Donc derrière, on a Trump qui est furieux, qui appelle Netanyahou. Mais encore une fois, Netanyahou s'est senti certainement conforté par ce qui s'est passé en Iran, et donc en fait suit sa politique coûte que coûte, et aujourd'hui en effet veut cette zone démilitarisée en Syrie, veut garder le contrôle, veut remodeler le Moyen-Orient, comme il l'a d'ailleurs ouvertement dit pendant l'opération sur l'Iran, et il ne lâche rien. Il a cette pression en plus de politique intérieure, et donc aujourd'hui finalement il se dit que Trump, oui certainement, lui passe des coups de téléphone, le réprimande derrière, mais qu'il peut quand même continuer à faire exactement ce qu'il veut. Michel. Mais il y a aussi un problème sécuritaire pour Israël vis-à-vis de la Syrie, parce que si le Joulani venait à prendre la région druze de Souaïda, eh bien, il ne resterait plus que le Golan devant. Parce que entre Souaïda et le Golan, il y a une autre province qui est la province de Dera, dont on a beaucoup entendu parler durant la guerre en Syrie, parce qu'il y a eu beaucoup de morts à ce moment-là. Mais en fait, donc Dera est sunnite et le Golan est juste à côté. Pour le moment, tant que la région de Dera est prise en tenaille à l'ouest par le Golan israélien et à l'est par Souaïda druze, il ne peut rien faire contre le Golan et Israël. Mais si Souaïda venait à tomber, il pourrait s'attaquer au Golan et à Israël. Est-ce que les Américains, pour le coup, ont la main sur les décisions de Benyamin Netanyahou et de son gouvernement? On en parlait à l'instant sur Gaza. C'est ce que j'allais vous dire. Trump va commencer à perdre patience aussi, parce que son grand projet, c'est évidemment aussi l'accord de paix, enfin le cessez-le-feu à Gaza, en échange au moins d'une libération des otages. Et là aussi, en fait, cet accord que l'on nous annonce toujours imminent, avec la libération d'une vingtaine, de cette vingtaine d'otages et qui seraient encore en vie, on voit que ça n'avance pas, que les négociations, elles ont beau continuer au Qatar, par l'entremise aussi des Américains, Trump n'obtient pas le deal. Alors évidemment, la faute au Hamas, qui est toujours qui campe sur une position
une ligne dure, mais aussi à Israël. On voit à quel point le dialogue est difficile. Or, Trump veut des résultats en matière de politique étrangère. Il veut pouvoir brandir cet accord de cessez-le-feu. Il veut les images des otages israéliens libérés. Et plus il a de difficultés en interne, plus il veut ça à l'extérieur. Bien sûr. Et aujourd'hui, on voit que c'est compliqué, que l'accord sur le nucléaire iranien qu'il pensait obtenir, ça aussi, la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien à Fox, notamment, en disant « c'est une question de survie, on ira au bout de l'enrichissement, même si on a été frappé durement », nul doute que c'est un sacré pied de nez, là aussi. Et ça risque de le discréditer. Et le chef d'état-major de Tsahal a déclaré, là, il y a quelques heures, comme quoi la guerre contre l'Iran n'est pas terminée. Donc là aussi, c'est une annonce un peu autonome vis-à-vis des Américains.